Bienvenue aux rencontres archéologiques de la Narbonnaise et bienvenue à Amandine Marchal, égyptologue. Vous êtes auteur d'une thèse sur l'enfant dans l'Égypte ancienne. C'est un livre publié aux éditions du Rocher. Pouvez-vous nous en dire deux mots? Pourquoi avoir choisi ce thème, ce sujet de thèse? Alors en premier lieu parce que les enfants sont un peu les oubliés de l'archéologie, notamment de l'égyptologie, que très peu de gens s'y sont intéressés. Donc ça me paraissait d'une part déjà intéressant comme thème de recherche, et puis j'aime bien explorer ce qui n'a pas trop été forcément bien défriché ou trop défriché avant. Donc ça c'est le premier tome qui est effectivement consacré au quotidien des enfants entre 4 et 10 ans en Égypte ancienne. Il y a une autre publication qui s'intitule « Maternité et petite enfance en Égypte ancienne » et une prochaine publication apparaît dans les prochains mois, « L'enfant et la mort en Égypte ancienne » pour vraiment avoir une vue générale et globale du sujet. D'accord. Alors l'enfance et la mort. Alors la mort, c'est un sujet qui est un peu plus connu du grand public, notamment à propos des momies, les fameuses momies. Et donc hier soir, vous nous avez donné une conférence très applaudie aux rencontres archéologiques de la Narbonnaise. Alors la momification. Alors vous nous avez décrit avec force détail toutes les techniques. Pouvez-vous nous les rappeler rapidement Alors l'intérêt en fait de la conférence, c'était d'expliquer déjà que la momification, ce n'est pas une technique qui est figée dans le temps. Les premières attestations, les rencontres dans le tour de 3600 à peu près avant Jésus-Christ, c'est des attestations de momification partielle. Il n'y avait que la mâchoire et les mains qui étaient momifiées. Donc un des buts de cette conférence, c'était justement d'expliquer aux gens que ces premières traces ne sont pas déjà des momies complètes, qu'ensuite on a beaucoup de tâtonnements avant d'arriver à une perfection de la momification au Nouvel Empire, et que la momification finalement va se perdurer assez longtemps, puisque les dernières attestations sur le sol égyptien, c'est le XIe siècle, avec les Coptes, qui vont faire perdurer justement ces rites de momification. Donc c'était un peu d'expliquer les différentes techniques qu'il pouvait y avoir et de montrer que ce n'était pas quelque chose de figé, qu'il n'y avait finalement pas autant de secrets que ce que l'on veut bien expliquer et rapporter aux momies égyptiennes. Alors il y avait des bréviaires, des traités de momification, hein, des techniques décrites? Alors non, pas du tout. Justement, c'était un des points intéressants à expliquer aux gens. Souvent, on nous explique que la momification, ça devait rester secret parce que c'était tabou. Pas du tout. D'une part, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Les embaumeurs, ce sont des techniciens, des bouchers qui travaillent sur des corps humains. Ces gens-là ne savent pas lire, ne savent pas écrire. Donc déjà, ça reste logique qu'on n'ait pas de texte qui leur décrivent de façon précise comment momifier les corps. Puis quand on étudie les momies, on voit qu'il y a quasiment autant finalement de façons de momifier les corps que de momies. Et puis tout simplement, en fait, comme d'autres métiers, puisque pour les Égyptiens, les embaumeurs n'ont pas un statut comme nous, on peut un peu fantasmer dessus. Ils apprenaient tout simplement leur métier, d'abord enfant. On a quelques textes de l'époque romaine qui nous disent qu'on peut rentrer dans l'atelier à partir de 10 ans. Donc 10 ans, ça nous paraît très jeune. Pour les Égyptiens, c'est symboliquement la fin de l'enfance. Et donc bien évidemment, les enfants, on ne va pas les mettre devant des cadavres en disant « débrouille-toi ». Le but, c'est justement qu'ils rentrent dans l'atelier, qu'ils aident les adultes, qu'ils les observent et que donc pendant quelques années, progressivement, ils apprennent leur futur métier. Alors c'était entouré de rituels aussi, hein, Oui, alors c'est vrai que pour beaucoup de gens, et c'est normal aussi, ce qui nous frappe, nous, c'est corps figé finalement pour l'éternité. Donc quand on parle de momie, on pense surtout embaumeur, l'aspect technique, l'aspect pratique. La momification, il ne faut pas oublier que c'est avant tout un acte de magie. Le but, c'est vraiment de transformer le corps pour qu'il dure pour l'éternité. Donc en fait, magie, finalement, religion, esprit pratique, justement avec cette transformation des corps, tout ça est vraiment étroitement imbriqué. Donc moi, je me suis attachée à présenter les techniques, mais la momification, c'est vraiment et surtout un acte magique. Alors, est-ce que la préparation du corps, c'était aussi pour préparer le corps ou l'âme à un voyage vers un au-delà? Alors pas du tout. Pendant très longtemps, on a raconté, notamment dans les livres, qu'en fait la momification était vraiment le but de se garantir finalement un accès à l'au-delà. Non, l'au-delà, il va être assuré si le défunt passe avec succès l'épreuve de la pesée de son cœur, donc absolument rien à voir avec la momification. Si la momification avait été cette garantie, il faut quand même imaginer que ça concerne 2, maximum 3% de la population, en tout cas jusqu'au Nouvel Empire, donc à peu près 1000 avant Jésus-Christ. Le reste de la population, du coup, il fait quoi? On le prive de cet au-delà? Non, bien évidemment que non. Tout le monde pensait espérer pouvoir accéder à cet au-delà. La momification, ça reste plutôt un luxe, de la même manière que certains pouvaient s'offrir un livre des morts
livre pour sortir au jour, en fait, comme les Égyptiens l'appellent, ou d'autres choses un peu luxueuses qui pouvaient faire partie de leur mobilier funéraire. D'accord. Alors vous avez écrit aussi un livre, Bienvenue à l'école des petits scribes, un livre passionnant, on a envie de feuilleter même quand on est adulte. Hein. Donc c'est un livre de vulgarisation. Oui. Expliquez-nous un peu ça fait une quinzaine d'années en fait que aux éditions du Rocher donc. Hein. Oui, que je travaille en fait avec les écoles, les collèges où je fais beaucoup d'initiations aux hiéroglyphes. Et en fait, on peut vraiment aller très très loin avec les enfants dans l'apprentissage des hiéroglyphes avant que ça devienne vraiment compliqué. Donc le but, puisque l'interaction que moi j'ai quand j'interviens avec les enfants, elle n'y est plus. C'était de trouver autre chose qui soit assez sympathique et ludique. Donc en fait là c'est une plongée finalement dans la civilisation égyptienne à travers des chapitres comme les dieux, comme la famille, le pharaon, la momification, l'astronomie, explorer aussi finalement des thèmes que les gens ne connaissent pas ou très peu à travers l'angle des hiéroglyphes. Par exemple les planètes, quelles planètes étaient connues, comment on les nommait, pareil pour les constellations. Donc finalement faire une petite remontée de la civilisation égyptienne par l'angle des hiéroglyphes. Alors on y redécouvre que si nous avons hérité du système des chiffres arabes avec des signes allant de 0 à 9, les Égyptiens, eux, par contre, ne connaissaient pas le 0. Non, comme d'autres civilisations, ils ne connaissaient pas le 0, mais ils ont un système qui finalement est tellement simple et accessible que c'est pas du tout gênant et au contraire, c'est pleinement logique. Alors globalement, comment expliquer cette fascination du grand public pour l'Égypte, qui paraît être au hit parade de tous les films. Complètement. Alors, des films, des livres, voilà. Des bandes dessinées. Alors en fait, ce que les gens savent un peu moins, c'est que cet engouement pour l'Égypte, pour les momies notamment, on l'a déjà au Moyen-Âge. Donc dès le Moyen-Âge, en fait, on commence à avoir cet intérêt qui est porté. Louis XIV avait lui-même une collection personnelle de momies égyptiennes. Après, il va y avoir ce qui va se développer, que l'on appelle la poudre de momies, où en fait on réduit des momies en poudre. On prête justement toutes sortes de bienfaisance à ces poudres de momies, donc des élixirs de jouvence, médicaments. On peut l'utiliser comme engrais dans la peinture à l'huile pour donner un certain cachet aux toiles. Donc ça fait que l'Égypte a toujours intrigué, fasciné. C'est une civilisation qui est lointaine, qui est exotique, qui a laissé des monuments absolument splendides, imposants, intrigants. Donc jusqu'à ce qu'on arrive à découvrir les hiéroglyphes, on était juste impressionnés par la beauté de ce patrimoine. Et il y a toujours un lien, je pense, vraiment de cœur particulier entre les Français, plus que les autres Européens, les Français et l'Égypte. Alors par ailleurs, on est surpris, peut-être pas si étonné que ça, que la plupart des titres de films ou de livres parlent de secrets, d'énigmes, de mystères. Alors vous avez tout dévoilé, reste-t-il encore des secrets ? Alors voilà, la question est très bonne, ça c'est vraiment quelque chose contre lequel je me bats, ça m'irrite de penser qu'en fait si on enlève tous ces termes d'énigmes, de mystères, de secrets, de tabous, l'Égypte ne peut pas plaire et ne peut pas intéresser. Donc certes, il y a encore des choses qui restent secrètes, alors pas dans le sens où les Égyptiens nous ont caché des choses ou que les égyptologues, parce que parfois les gens pensent que les égyptologues cachent des choses aux gens, non, pas du tout, c'est qu'en fait il y a encore des pans mais qui reste mystérieux parce qu'on n'a pas la documentation, on n'a pas les données. Donc oui, dans ce sens, il y a encore des mystères ou des secrets, mais pas forcément avec ce qu'on met derrière ces termes. Et je pense quand même que l'Égypte peut complètement intéresser, intriguer et continuer à passionner les gens sans un mystère ou un tabou, une énigme à chaque coin de rue ou de page. En tout cas, on a compris que l'Égypte n'a presque plus aucun secret pour vous. Hein ? Oh, il y en a encore beaucoup, et heureusement, sinon ça serait terne. Merci Amandine Marchal. Merci pour votre invitation.